Alors pour cette deuxième partie, donc du rapport compté de notre partie à Rififi à Everton, donc pour Star Trek Adventure. Donc j'ai trois joueurs, donc Thierry qui joue le capitaine Kirk, Denis qui joue Spock et Julie qui joue le lieutenant Uhura. Donc pour vous résumer la première partie, donc ils se sont posés, les trois officiers Starfleet se sont posés donc sur Everton, une planète qui souhaite une alliance avec la Fédération, de rentrer dans la Fédération. La Fédération est plus qu'enchantée, donc c'est pour ça qu'elle a demandé à l'Enterprise de se dérouter de sa position actuelle et d'aller dans le système solaire d'Everton pour justement lier une alliance durable, car la Fédération veut s'installer sur Everton pour y placer une base, en avant-poste contre l'Empire Klingon. Ça sera une bonne base de ravitaillement. Donc les trois officiers se sont téléportés sur la planète. Ils ont commencé un peu à visiter la planète Everton et la ville, l'unique ville de la planète. Et ils ont rencontré le régent Orudis, qui a été chaleureux, pas relativement, bien chaleureux, et même qui a directement proposé cette alliance avec la Fédération. Mais quand même, il a posé une doléance, donc que les officiers de Starfleet récupèrent un enregistreur vocal qui fait que, voilà, donc cet enregistreur avait été fait par la reine Norika, qui était la reine du système d'Everton et d'Evertan. Et cette reine, en fait, confiait sa couronne à sa petite fille, Viala, car sa fille est morte jeune. Donc, bien entendu, les officiers ont quelques questions. Donc Spock déjà interroge le régent Rudis par rapport à tout l'équipement de scan et de géolocalisation et d'analyse qu'il a sur cette énorme table dans la salle du régent. Donc Rudis ne se cache pas qu'en fait il y a des marchands de la Fédération affiliés à une ANS qui viennent régulièrement à Everton et Everton pour faire du commerce. Et tout de suite, bien sûr, le régent et les représentants de la cité d'Everton ont voulu commercer et ils se sont équipés pour s'améliorer un peu la vie du quotidien. Donc la cité maintenant a de nombreuses habitations sont chauffées, ont l'électricité et même de la téléphonie, quoi. Donc ils sont assez satisfaits de cet échange. Voilà. Ils vendent bien sûr, eux, des perles de très bonne facture et aussi des produits chimiques qu'ils extraient de, de nappes qui sont peu profondes en dessous des étangs. Donc le Spock lui demande quand même pourquoi Eurydice attend l'action des officiers alors qu'il doit quand même disposer d'hommes de main de confiance qui pourraient aller chercher cet enregistreur vocal. Eurydice leur avoue qu'il a bien une garde prétorienne qui le protège, mais en fait cette garde est une garde d'apparat. Son entraînement laisse à désirer et ils ne sont plus armés pour faire face à des crabins. Et il y a véritablement une haine viscérale entre les crabins et le peuple d'Everton. Donc ils ne souhaiteraient pas une escalade qui pourrait démarrer avec cette tentative pour récupérer l'enregistreur vocal. Et justement, ils préféreraient confier cette tâche à des officiers de Starfleet qui seraient peut-être en mesure de mieux appréhender la situation et de récupérer cet enregistreur vocal dans les meilleures conditions. Donc bon, ok. Donc le régent Rudis aussi propose à Spock, à Kirk et à Aurora
disposer d'un overcraft. Ils se déplacent avec des overcraft au-dessus au-dessus des étangs et des lacs. C'est très facile. Ils peuvent comme ça très facilement aussi se déplacer sur les berges de ces lacs. Mais Spock refuse. Spock refuse, il dit non, non, nous préférons en fait utiliser les moyens modernes que offre l'entreprise. Donc ils vont sûrement se téléporter directement à l'endroit où se trouve l'enregistreur vocal. Donc justement Spock demande les coordonnées précises de la localisation de l'enregistreur et ils vont s'y déplacer. Voilà, donc ils vont réfléchir un peu à tout ça. Ils ont pris acte de la doléance d'Eurydice et ils le tiendront au courant des avancées par rapport à cette doléance. Donc Kirk demande bien sûr prend son communicateur et demande une téléportation à bord de l'entreprise. Bon, aucun souci. Une fois qu'ils sont à bord de l'entreprise, les officiers, les 3 officiers de Starfleet se mettent au travail. Alors tout d'abord, donc Spock fait des recherches au niveau planétaire, justement au niveau de cette réserve de Crabin. Donc il arrive grâce à des macroscopes à retrouver le site. Et donc il constate bien qu'il y a un habitat de huttes en torchis autour de grands lacs de boue. Le territoire semble être ceinturé par une ligne quasi ininterrompue de pierres dressées. Il a constaté aussi des genres de constructions à pierre qui s'élèvent à plusieurs dizaines de mètres du niveau de l'océan. Donc il a aussi commencé un peu à regarder Evertan, donc cette petite planète. Et donc alors là, bon, tous les jets, en fait, les jets se font avec bien sûr les attributs et les disciplines du personnage. Et donc il y a aussi un jet parce qu'en fait le vaisseau en fait avec les moyens dont il dispose, lui aussi réalise un jet de 2D20, mais basé sur en fait les systèmes et les sous-systèmes du vaisseau. Donc c'est un peu, même si c'est un peu globalement attribut plus discipline. C'est simplement que là ça s'appelle système et département. Et ça peut. Alors les scores sont quand même beaucoup plus bas. Bon, par exemple, dans l'entreprise, au niveau des recherches scientifiques, voilà, grosso modo, c'est une stat à 9. Voilà. Mais ça peut quand même donner un peu plus de succès. Donc Evertan est une planète verte, couverte apparemment d'une épaisse jungle, très épaisse, tempérée. Les plantes sont incroyablement broussailleuses. Ça a l'air d'être un sous-bois quasiment ininterrompu. Ils ont trouvé très épais. Ils ont trouvé, par contre Spock est arrivé à localiser une grosse zone au niveau de l'équateur qui a été plus sèche, où il y a eu de la déforestation très nette, ça se voit de l'orbite. Et là aussi, en utilisant des macroscopes, il peut arriver à voir en fait qu'il y a aussi des habitations. Des habitations humaines, voilà, comme des petites communautés, des petits villages, répartis uniquement dans cette zone sans forêt. De toute manière, pour le reste, c'est quasiment impénétrable. Alors il peut constater bien sûr qu'il y a une très forte biocénose, mais voilà, ce qu'il a remarqué par contre, c'est que l'eau n'est pas trop présente en surface, ou ne semble pas trop présente, mais qu'il y aurait quand même une quantité d'eau douce dans de vastes réseaux souterrains, proches de la surface. Donc Kirk, lui, pareil, fouille un peu dans les bases de données du vaisseau. Et donc il se renseigne au maximum sur Everton et Evertan, relie tous les fichiers que la fédération lui a envoyés. Et justement il avait omis un petit fichier qui était passé inaperçu. En fait il constate que plusieurs marchands
se sont plaints d'attaques de pirates en approche d'Everton et d'Everton. Donc les marchands maintenant se déplacent plutôt en convoi. Ils émettent ils disent que bon, ils ont eu des confrères qui ont disparu, vaisseaux et équipages, et que pour eux le système n'est pas sûr, mais que bien entendu euh, le potentiel marchand est quand même manifeste avec la planète Everton. Et Everton aussi, voilà. Et que apparemment, bon, ces attaques de pirates sont concentrées autour de ce système bipolaire de planètes. Donc, donc Kirk, bien sûr, en réfère à Spock et à Aura. Aura, elle, pareil, balaie un peu le spectre et les fréquences de communication. Et en fait, alors que ses collègues lui disaient que bon, c'était peut-être pas très, très pertinent de passer toutes ces heures à guetter un signal, ben justement, elle en perçoit un qu'elle arrive à localiser. Alors il est crypté, elle n'arrive pas bien sûr à connaître ce qui se dit dans ce message. C'est un message en fait, donc elle apprend qu'il y a un satellite géostationnaire par rapport à Everton. Et elle a bien capté qu'il y avait des messages entrant et sortant entre donc la capitale, ce satellite, et un point situé en bordure du système solaire d'Everton. Donc il n'y a pas grand chose ce système solaire, donc à part Everton et Everton. Simplement que dans la marge de ce système solaire, il y a une vaste ceinture d'astéroïdes, très large et très épaisse. Et apparemment, le message a été envoyé en direction d'un point précis dans la ceinture d'astéroïdes. Elle a pu un peu affiner quand même la localisation, mais le message a coupé avant d'avoir une localisation, disons, en dessous du million de kilomètres. Donc c'est voilà, pour l'instant, c'est beaucoup trop approximatif pour que le résultat soit plus probant. Et en plus, Soulou et Chekhov indiquent à Aura que franchement, la ceinture d'astéroïdes est très épaisse. Et compte tenu du gabarit de l'entreprise, dont la classe Constitution, ça serait dangereux quand même de s'aventurer dans cette ceinture d'astéroïdes. Voilà. Donc les trois officiers donc bien sûr comparent tous leurs résultats, tout ce qu'ils ont trouvé. Et donc Spock indique à Kirk qu'il a bien lui aussi eu l'écho, la géolocalisation de cet enregistreur vocal. Apparemment, il semblerait que ça soit un cylindre qui émet donc des rayonnements spécifiques qui ferait à peu près un peu plus de 20 cm de long sur 5 ou 6 cm de large. Donc Kirk alors Kirk a quand même quelques craintes par rapport à ces Kraben là, ce peuple primitif qui est assez agressif. Donc il décide quand même de prendre donc un fusil phaser. Donc petite question, petite explication, dès que les joueurs prennent des armes qui sont plus létales qu'un phaser de type 1 ou 2, font en fait me donnent en fait, donc il y a ce qu'ils appellent une escalade de la menace, c'est-à-dire qu'en fait ils me donnent des points de menace. Donc en fait, bon, il prend l'arme, il peut la réquisitionner, mais moi je gagne, le narrateur gagne 2 points de menace. Voilà. Donc il préfère quand même prendre une arme lourde. Bon. Et bien sûr, il va me permettre de caser ces points de menace pour mes PNJ. Donc ils sont téléportés sur Everton, à l'endroit précis du village des Crabins.
Donc ils apparaissent sur les berges d'un lac de boue. Il y a donc des huttes en torchis, au moins une dizaine, qui sont à moitié envasées dans le lac de boue. Ils voient donc des crabins qui baignent dans le lac de boue, à moitié enfouis pour la première fois. Et quand en fait un groupe de crabins, ils sont 4, émergent de la boue, ils constatent en fait qu'ils sont impressionnants. Ils doivent mesurer facilement 2,50 m de haut. Ça pourrait s'apparenter à des genres d'hommes crabes. La partie haute, au-dessus de la taille, est tout carapassonné, comme des crustacés. Dispose de deux paires de bras, donc une paire de bras musclés et puissante, qui se termine par des pinces caractéristiques des crabes, et une deuxième petite paire de bras sans protection, charnus, avec des petits doigts préhensibles. Il manipule justement des petits objets de pêche et de récolte d'écrevisses. Et quand les trois officiers Starfleet viennent apparaître, ils voient que cette paire de bras aux doigts préhensibles, les crabins peuvent les dissimuler dans leur carapace. La partie inférieure du crabin est constituée en fait de deux paires de jambes, d'apparence vaguement humaine, mais carapassonnées comme tout bon crustacé. Et ils émergent avec des pas lourds de la boue, quoi. Et les 4 crabins se dirigent en ligne droite vers les 3 officiers. Ils font claquer leur énorme paire imposante. Donc bon. Donc là, nous rentrons dans une phase de combat. Ils comprennent qu'en fait, ces êtres sont vraiment rustiques et agressifs. Donc là, j'utilise des points de menace justement pour donner l'initiative à un des crabins qui se jette sur Kirk. Alors il arrive au pied de Kirk quasiment. Bon, il ne pourra pas faire davantage pour ce tour, mais Kirk a été surpris d'une telle vélocité, il s'est extrait de la boue. Ils ont des énormes pieds palmés. Très cartilagineux, disons, de nombreuses articulations aussi. Ils ont apparemment quand même une assez bonne vélocité, même sur le sol. Et là, Kirk, donc, il lève son fusil contre l'énorme gabarit. Il est au pied de cette énorme bête, cet homme crabe. Voilà. Alors là, forcément, bon, Kirk est bien embêté avec son fusil. Bon, alors bien entendu, il préfère en fait esquiver, tenter une esquive, une petite acrobatie pour s'éloigner de ce colosse. Alors là, il y a un risque aussi, il y a un risque qu'en fait, si donc c'est un test d'opposition, et s'il vient à le rater, il offre en fait une attaque gratuite au crabin dès qu'on sort en fait d'une portée très courte de combat, de mêlée. Et donc malheureusement pour Kirk, c'est ce qui se passe en fait. Il veut se dégager, donc il fait pourtant jolie petite roulade. Mais voilà, la pince du crabin est fulgurante et le percute. Et donc voilà le capitaine Kirk qui est un peu poussé, chahuté violemment dans les graviers. Donc il essuie quelques petites commotions, donc il perd quand même quelques points de stress sur le coup. Et ensuite donc Spock dirige son phaser type 1 non létal. Il se dit bon, franchement, je vais tester ça sur cette bête, mais vu le gabarit et donc voilà, ça s'avère donc compliqué pour Spock. Entre-temps, les 3 autres crabins se sont eux aussi déplacés à très grande vitesse, pareillement.
Donc un s'est jeté là aussi quasiment dans les pieds de Kirk. Alors Kirk il est rudement choyé pourrait-on dire. Il y a donc un autre Crabin qui s'est jeté sur Uhura. Et le dernier Crabin aussi s'est jeté sur Spock. Donc Uhura est bien en difficulté elle aussi. Elle se retrouve avec une montagne de muscles carapassonnés à ses pieds. Donc elle, quand elle voit un peu ce qu'a fait Kirk, avec quand même sa prestance et voilà, sa combativité, elle se dit bon, elle est un peu même un peu tétanisée par tout ça. Donc c'est pas super super. Elle va essayer de se concentrer sur sa défense. Bon, elle a quand même, attention, aura quand même quelques pratiques d'arts martiaux. C'est pas une nana qu'il faut embêter. Donc elle se prépare plutôt à utiliser des postures de défense. Donc le combat, bien sûr, se poursuit. Il est assez compliqué pour les héros. Kirk, bien sûr, encaisse les coups, il est au bord, donc il subit en fait donc une blessure que bon, en cramant quelques points de momentum, il peut éviter pour l'instant, mais il est salement amoché. Son bel uniforme est couvert de boue de la tête aux pieds. Pour Spock, c'est pas super super non plus. Bon, il est arrivé quand même tant bien que mal à esquiver, mais ce fut compliqué. Donc le combat n'a pas duré 2-3 rounds que déjà ils se disent mais c'est quoi ce truc. Bon, Rudis, ça c'est sûr, nous a envoyé dans la gueule du loup. Bon, il fallait qu'on prenne encore un peu plus de troupes. On aurait dû descendre avec quasiment toute la section de sécurité de l'entreprise. Donc, et là, alors que leur espoir allait s'effondrer, notre Crabin émerge du lac de boue. Il est d'une carapace marron sombre, bien plus sombre que les quatre autres, brillante. Il est d'un gabarit bien plus imposant. Et là, bizarrement, en quelques secondes, les quatre crabins cessent toute velléité sur les trois officiers. Plus rien. Ils sont comme s'ils étaient devenus amorphes. Ils bougent à peine. Voilà. Donc, bien sûr, les trois officiers reculent, heureux de ce répit, quoi. Bon, ils viennent réconforter un peu Kirk, qui a pris cher. Euh, et donc, le Crabin qui vient de sortir de cette mare de boue s'avance vers eux. Il a ses petits bras menus complètement sortis de la carapace. Et là, ils sont abasourdis quand le Crabin lève sa main avec ses quatre petits doigts et fait un signe de paix et et de concorde. Alors là, ils sont un peu sidérés sur le coup, quoi. Et à ce moment précis, Spock a une migraine terrible, un mal de crâne et un genre d'acouphène qui lui prend les deux oreilles, quoi, assez méchant. Et là, en fait, il perçoit la pensée du Crabin, quoi. Des images de paix. Le Crabin, en fait, s'excuse de l'attaque de ses concitoyens, qu'il dit que ce sont des êtres un peu rustres. Il s'appelle Clac Clac et il s'excuse. Euh, donc les trois, vraiment les trois officiers de Starfleet sont vraiment sidérés. Et donc le Crabin, on va dire le Crabin alpha, donc clac clac, s'approche d'eux et communique par télépathie, tantôt dans l'esprit de Spock, tantôt dans l'esprit de Oa, ou tantôt dans l'esprit de Kirk. À chaque fois qu'il communique, par contre, c'est douloureux. Il ressent un léger mal de tête quand même, suivi aussi d'acouphènes plus que désagréables. Et donc, bon, ils attendent. Ils attendent. Que va dire le Crabin? Bon, ils se sont présentés,
qu'ils venaient en paix. Et ils se sont présentés, qu'ils appartiennent bien sûr, et qu'ils n'ont rien à voir surtout avec Everton, qu'ils ne sont pas des gens d'Everton. Et donc le Crabin est d'accord pour discuter avec eux. Alors le Crabin bien sûr demande aux trois officiers qu'est-ce qu'ils viennent faire sur le territoire de ses concitoyens. Il leur dit que la plupart de ses semblables sont très agressifs et que ce n'est pas des pratiques trop à faire de venir comme ça dans le territoire des Crabins. Il leur demande donc leur venue, pourquoi ils viennent ici, déranger la quiétude du peuple Crabin. Donc Spock parle et donc le dit au Crabin qu'il recherche en fait un enregistreur vocal, un objet, un petit cylindre d'une vingtaine de centimètres, et qu'apparemment cet objet serait aux mains de cette petite communauté, qu'il souhaiterait déjà savoir si c'est bien le cas. Donc le Crabin leur répond que oui, c'est bien le cas, il dispose de cet objet. Et il leur dit que cet objet, il l'a depuis des années et des années et des années. Il l'a trouvé il y a peut-être 20 ans dans les ruines dans les ruines d'un oiseau de feu qui est tombé du ciel et qui s'est abîmé dans un lac. Il a récupéré beaucoup de choses de cet oiseau de feu carbonisé et détruit, dont ce petit cylindre, oui. Il en a bien, il dispose bien de ce petit cylindre. Les trois officiers donc sont assez surpris de voir qu'en fait il glisse donc une de ses petites mains sous certaines écailles de sa carapace, pourrait-on dire, et il sort en fait le cylindre qu'il tient maintenant dans ses petites mains. Donc il voyait bien que c'est un cylindre noir avec quelques boutons blancs sur la surface du cylindre. Spock tourne bien sûr son tricorder en direction du cylindre, donc là je leur fais un petit jet aussi, je demande un petit jet à Spock pour voir qu'il réussit brillamment, même il gagne quelques points de momentum au passage. Et donc je leur dis bien sûr que c'est bien le cylindre qu'il cherche, il a le rayonnement caractéristique et c'est bien cet objet là qu'il cherche. Donc Spock est quand même quelque peu commotionné, mais il arrive quand même à parler et à dire donc à l'Alpha Crabin que c'est ça qu'il cherche et que ils sont venus pour ce cylindre. Et est-ce qu'il y aurait moyen donc de pouvoir faire un échange de ce cylindre qui est vraiment quelque chose d'important pour les humains et voir si eux seraient intéressés par quelque chose. Le Crabin renouvelle son attachement à cet objet. Et, un objet qui l'apaise. Voilà, il leur fait comprendre que c'est un objet qui l'apaise, qui apaise son esprit. Et donc s'en séparer est quand même quelque chose de presque inconcevable. Mais bon, il n'est pas contre. Il n'est pas contre. Mais lui-même donc va demander une faveur, un échange aux officiers. Donc Uhura pousse un petit soupir en regardant Kirk et Spock. Et ils se disent vraiment dans quelle situation ils se sont fourrés à devoir courir par monts et par vaux pour enfin arriver à leur fin. Mais bon, qu'est-ce que c'est? C'est comme ça. Alors ils demandent au Crabin
qu'est-ce qu'il voudrait bien en échange de cet enregistreur vocal. Le Crabin leur dit qu'il y a un homme qu'il apprécie, un ami, il le considère comme un ami. Bien sûr, voilà. Et que cet homme est un ami des Crabins, ou du moins des alphas. Et que grâce à ça, bien sûr, je dirais que l'homme peut se déplacer dans les communautés plus ou moins avec calme. Mais bon, l'homme a très bien compris de toute manière qu'il lui faut la présence d'un alpha très rapidement. Il dit que cet homme est passionné par les Crabins. C'est quelqu'un qui aime ce peuple et qui fait beaucoup de choses pour les Crabins. Il leur a apporté des produits qui les soignent, qui les nourrissent. Et ils en sont très contents. Et il fait ça, voilà. Il aime aussi parler longuement aux alphas de leur religion, de leur rite, de leur façon de vivre. Et voilà. Cet homme, en fait, dispose d'objets qui sont très chers au peuple Crabin. Ils ont été donnés par des chamans Crabins à cet homme. Et en fait, clac clac, voudrait les récupérer. Si, si ils arrivent en fait à convaincre donc cet homme de céder ses objets, il donnera sans souci ce cylindre. Et il le répète encore une fois, ce cylindre vraiment apaise son esprit. C'est presque même, on pourrait dire, un genre de médicament, ouais, oui, de médicament psychique, on pourrait dire, qui apaise son esprit. Et que pour lui, ça va vraiment lui coûter de s'en séparer. Mais s'il récupère les colifichets de ses anciens chamans, il en sera quand même très très honoré et ça vaut vraiment un échange, c'est un échange honnête. Bon, donc les trois officiers se disent bon, d'accord, bon, est-ce que vous seriez où est justement cet homme? Et justement, le Crabin dit que justement cet homme n'est pas bien loin d'ici, qu'il fait des recherches. Donc le Crabin va les accompagner jusqu'à cet homme-là. Et même il leur conseille vivement de rester assez proche de lui car il peut ainsi calmer les ardeurs vindicatives de ses concitoyens Crabins. Donc ils suivent les berges d'un lac jusqu'à atteindre un amas rocheux. Il y a une caverne. Devant l'entrée de cette caverne, il y a en fait un vieil overcraft, passablement abîmé, cabossé. Il a été maintes et maintes fois réparé. Il est couvert de sacoches, de caisses, qui contiennent tout un bric-à-brac archéologique et des outils, tout un outillage allez, je vais trouver le mot, tout un outillage pour faire du terrassement, voilà, et des prises et des analyses de sol géologiques et des analyses vraiment de terrain, quoi. Donc l'alpha leur dit qu'en fait son ami humain faisait donc des recherches dans cette caverne. Donc l'alpha se propose de rester à l'entrée de la caverne pour calmer les ardeurs de tout Crabin qui s'aventurait dans celle-ci. Alors l'alpha quand même leur indique que cette caverne est sacrée pour le peuple Crabin, que c'est vraiment parce que c'est un ami de longue date qu'il a autorisé l'humain à rentrer dans celle-ci. Donc il demande le plus grand respect aussi des officiers envers ce lieu. Que pour lui ça serait un véritable affront et un déshonneur s'il venait à manquer de respect pour ce lieu. Et donc il leur demande d'être
le plus court, voilà, d'être très très courtois et révérencieux par rapport à ce lieu. C'est un lieu de sépulture et de recueillement envers les divinités qui protègent le peuple crabin. Et donc, les trois officiers de Starfleet s'approchent de l'entrée humide de cette caverne, allument des lampes, torches, pour éclairer donc l'entrée de la caverne qui s'enfonce dans les profondeurs. Donc voilà, je termine ici donc cette deuxième partie et donc je vous raconterai la suite de nos aventures à Star Trek Adventure avec le scénario Rififi à Everton. Allez, à la prochaine.